Bien le bonjour, compatriotes de tous bords, de tout horizon, de tout espace géographique. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui qui me tient à cœur, évidemment, puisque c'est celle avec laquelle j'ai trouvé aussi ma mission de vie. Alors, on peut voir cette végétation luxuriante qui détermine mon environnement maintenant depuis plus de 5 ans et demi. Vous savez que je vis en Thaïlande, sur une île qui s'appelle Koh Samui, au sud-est de ce magnifique pays. Et finalement, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Pourquoi j'avais envie de faire cette petite vidéo et vous partager cette information? Je vais vous raconter l'histoire d'une monnaie numérique, une monnaie numérique qui s'appelle le Bitcoin et qui a déjà 12 ans d'existence. C'est là, des fois, on se rend compte que le temps passe vite. C'est aussi sur ce genre de phénomènes, d'innovation technologique qui sont déjà résistants à l'épreuve du temps. Et donc, aux grandes dames de ces grands détracteurs, mais il est là, il est bien là, le Bitcoin, il est de plus en plus présent. Et il est en train de faire partie de notre quotidien. C'est en train de devenir évident. Et l'idée en fait de cette vidéo, c'était de partager avec vous en fait comment il est né. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, peut-être parce que j'ai une formation philosophique lorsque j'étais étudiant, mais j'ai toujours aimé comprendre d'où ça vient, pourquoi on est arrivé là, ce qu'on appelle en fait la géanologie. Et le Bitcoin en fait, il est né de deux paramètres importants. Ça va vous aider à mieux comprendre un petit peu la vision et pourquoi, encore une fois, pourquoi le Bitcoin est là et pourquoi ça devient une suite logique, la suite évidente par rapport à l'histoire des transactions depuis la nuit des temps. Il est né de deux paramètres, il est né de l'ère du numérique, d'Internet, et il est né de la crise de 2008, la fameuse crise des subprimes, vous savez, qui est partie des États-Unis, crise immobilière qui s'est transformée malheureusement en crise économique mondiale. Et c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est à l'ère du numérique, du digital. L'humanité forme un gigantesque cerveau collectif. Et l'enjeu principal pour lier l'humanité, c'est d'arriver à transférer le savoir d'une personne à une autre de façon simple, intuitive et efficace. C'est ce qu'on appelle aussi, comme le dit Idriss Aberkan, l'économie de la connaissance. Et bien, partant de ce constat, sachant qu'il y a des millions de réseaux qui sont interconnectés, où on échange désormais des milliards d'informations, il fallait aussi une transaction aussi fluide pour transférer justement de la valeur d'une personne à une autre de façon aussi peu onéreuse et aussi rapide que le permettent le réseau Internet. Et c'est la première raison qui a poussé Satoshi Nakamoto, donc le créateur de génie de cette monnaie numérique, la plus ancienne qui s'appelle le Bitcoin. Et il fallait quelque chose qui soit aussi rapide, aussi fluide que ces transmissions d'informations, que cette connaissance où on a tous accès tous les jours en temps réel. Et effectivement, la plupart dépendent encore de Visa, de Mastercard. Elles sont onéreuses et très peu pratiques. Et il y a très peu de proximité. On passe toujours par des tiers de confiance qu'on appelle communément les banques. Et c'est vrai que si on se rend compte, en fait, si on remonte un petit peu, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans en arrière, en 1998, en fait, arrive PayPal, qui a été fondé par Elon Musk et d'autres partenaires notamment. Et on se rend compte qu'il avait compris un petit peu avant tout le monde que pour développer le e-commerce, donc le commerce en ligne, il fallait une transaction qui soit plus rapide. Et PayPal a été créé pour ça au départ. Donc il y a plus de 20 ans maintenant, mais ça dépend encore de Visa et de Mastercard. Et pourtant, c'est vrai que dans les années 90 également, on se rend compte qu'il y a eu des recherches, on a essayé de trouver des solutions par rapport à ça, ce qu'on appelait même à l'époque le e-cash. Des expériences ont eu lieu, mais c'est vrai que trop en avance sur leur temps, elles n'ont pas convaincu. Et ceci, justement, vous l'aurez compris, ça pourrait bien changer avec le Bitcoin qui est maintenant, qui a pris naissance en 2008. Et c'est aussi à cette époque, indépendamment donc de l'ère du numérique, du digital, vous l'avez compris, c'était de trouver une monnaie où on peut transférer de la valeur de façon aussi rapide, aussi simple, aussi intuitive et aussi efficace que les informations qu'on arrive à s'échanger grâce à Internet. L'Internet vient combler le vide de la distance. Vous verrez que la blockchain, qui permet le protocole qui rend possible le Bitcoin, est une grande innovation technologique, tout comme Internet, parce qu'elle vient combler aussi un autre vide. On verra par la suite lequel. C'est en ça qu'on reconnaît une grande révolution. C'est quel vide elle vient combler, qu'est-ce qu'elle vient remplacer, quel besoin elle vient apporter à l'humanité qui va assurément changer son cours.
Et puis, donc indépendamment de la partie numérique, qu'il fallait trouver cette transaction, et bien, il y a eu aussi en 2007-2008, vous vous souvenez, une crise financière au départ qui est partie des États-Unis, qu'on a appelée la crise des subprimes. Et c'est vrai qu'effectivement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens se sont retrouvés à la rue, beaucoup d'épargnants, parce que les banques ont fait faillite, notamment la plus commune qui s'appelle Lehman Brothers. Et le système monétaire, le système bancaire a montré ses failles, a montré ses limites. Et c'est pour ça que le 30 octobre 2008, paraît une documentation du Bitcoin sur des forums de discussion à l'époque qui s'appelait Crypto Anarchiste et qui était intitulé en anglais, je vous donne vraiment l'intitulé en anglais, Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Elle est signée par ce certain Satoshi Nakamoto à l'époque, qui explique qu'il travaille depuis 2007 sur un système de monnaie numérique. En fait, pour vous refaire un parallèle, la monnaie qu'on utilise actuellement, c'est une monnaie qui s'appelle la monnaie fiduciaire, qui est fabriquée par la banque, par les planches à billets, de façon indéfinie. C'est aussi pour ça qu'elle perd la valeur. Et parallèlement, maintenant, depuis 12 ans, donc on a une monnaie numérique digitale qui est décentralisée, qui ne dépend d'aucune infrastructure bancaire et qui, elle, en plus, le Bitcoin, c'est aussi pour ça que il va prendre de la valeur, indépendamment d'autres circonstances, d'autres facteurs économiques, algorithmiques et financiers. C'est qu'en plus, il sera fabriqué en nombre limité. Il y en aura 21 millions en circulation, pas un de plus. Donc vous l'aurez compris aussi la différence que ça a par rapport à une monnaie fiduciaire. Et Satoshi Nakamoto, qui est ce monsieur? Qui est ce génie? On n'en sait pas vraiment. À l'époque, il se décrivait comme un japonais d'une quarantaine d'années. Donc il en aurait 50 d'aujourd'hui. Ça peut être aussi un collectif d'informaticiens. C'est ce qui contribue un peu au mythe et à la romance du Bitcoin. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, que ça en tire ses limites. C'est-à-dire que si on arrivait vraiment à incarner la personne qui est derrière, peut-être qu'il y aurait encore un mouvement plus populaire, plus démocratisé, plus rapidement sur cette exceptionnelle monnaie numérique. Toujours est-il, c'est qu'en fait, grâce, j'ai envie de dire grâce, ou il y en a qui diraient à cause des banques, cette technologie apparaît comme une alternative de plus en plus évidente. Et c'est quoi le génie de Satoshi Nakamoto, finalement, que vous compreniez rapidement. Je ferai notre vidéo pour expliquer vraiment la blockchain aussi, quel est ce protocole informatique, en quoi c'est une révolution technologique sans précédent. Et c'est cette même innovation qui rend possible le Bitcoin. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il a créé, Satoshi Nakamoto, il a créé un objet numérique. Il a créé un objet numérique qui ne peut ni être ni copié, ni dupliqué, et ni inscrit sur deux comptes différents en même temps. Voilà, ça, c'est le génie en fait, du protocole blockchain. C'est qu'en fait, c'est infalsifiable, 100% de proximité, et pratiquement aucun frais. Voilà, donc les tokens en fait sont tous traçables, vous l'aurez compris. Chacun porte les inscriptions permettant de l'identifier, mais aussi de connaître son parcours. C'est-à-dire que le premier Bitcoin, je peux savoir par où il est passé, par les membres en faisant partie du réseau, par où il est passé de 2008 jusqu'à maintenant, par tous les portefeuilles par lesquels il est passé. Ça, c'est la traçabilité qui est vraiment puissante dans cette grande innovation qui s'appelle la blockchain. Ensuite, qu'est-ce que c'est la monnaie? La monnaie, c'est une technologie, c'est une invention sociale qui est basée sur la confiance. Rappelez-vous, au 8e siècle, les Chinois qui inventent le papier-monnaie. Et bien de la même manière, en fait, si je prenais un exemple, quelle est l'information, d'après vous, la plus importante sur un billet de banque? Là, on prend un billet de banque, quelle est l'information la plus importante? Ça va vous donner, en fait... C'est vrai que l'idée, c'est que c'est difficile à matérialiser, parce que comme c'est une monnaie qui est justement digitale et dématérialisée, on ne lui donne pas d'existence physique au Bitcoin. Donc je vais vous donner un exemple qui va être plus concret. Vous prenez un billet de banque, vous regardez votre billet de banque, et vous dites quelle est l'information la plus importante. Est-ce que c'est la banque qui l'a émise? Est-ce que c'est sa valeur? Non, évidemment. Évidemment, parce que la banque qui l'a émise, évidemment, ce n'est pas un protocole unique. Sa valeur non plus, des billets de 100 €, il n'y en a pas qu'un. Donc, vous l'aurez compris, qu'est-ce qui rend unique un billet de banque? C'est son numéro de série. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si je vous prends cet exemple, c'est que le Bitcoin, c'est comme un billet de banque dont on a conservé uniquement le numéro de série. Voilà, en fait, si ça peut vous donner une existence physique à une monnaie qui ne l'est pas. Et tout au long de l'histoire, on se rend compte qu'en fait, l'argent a pris plusieurs formes. Les coquillages, les perles colorées, les plumes, les animaux vivants. On a eu l'or, on a eu la monnaie fiduciaire, on a eu les carnets de chèques. On a eu les cartes bleues, on a eu les plateformes bancaires en ligne, et désormais on a une monnaie numérique à l'ère du numérique.
Je vais même faire une citation de Robert Kiyosaki dans son dernier ouvrage qui s'appelle Fake, donc faux en anglais, que je vous recommande vraiment la lecture, qui est sorti il y a à peine quelques mois en librairie. Il nous dit qu'est-ce que c'est la véritable éducation financière? C'est d'arriver à voir avec votre esprit ce que vos yeux ne peuvent pas voir. Et il est le premier, dans cet ouvrage, à lui aussi recommander en fait l'utilisation des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 types de monnaies. Il y a l'argent de Dieu, il appelle ça l'argent de Dieu, c'est l'or, le métaux précieux et l'argent. On a l'argent du gouvernement qui est manipulé par les gouvernements et par les peuples, par les banques, pardon. Lapsus révélateur, vous allez voir pourquoi. C'est le pesos, l'euro, le dollar, et ce qu'il appelle la monnaie du peuple, l'euro, le bitcoin, pardon, l'ethereum, et toutes ces monnaies qui sont décentralisées. Il appelle ça, Robert Kiyosaki, la monnaie du peuple. En fait, ce qui est génial, c'est comme le bitcoin est décentralisé, ben, il peut remettre le pouvoir monétaire aux mains du peuple. En fait, quand je vous disais tout à l'heure que la blockchain venait rétablir un vide, la distance était comblée par la technologie qui s'appelle l'Internet, c'est pour ça que c'est si puissant. Et la blockchain, elle vient rétablir le vide de la confiance. Justement, on rétablit le pouvoir monétaire aux mains du peuple. C'est en ce sens que Robert Kiyosaki appelle le bitcoin la monnaie du peuple. Et c'est vrai que si on se rappelle un peu les 5 pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique est très important aussi parce qu'il contrôle l'opinion. Et on a le pouvoir monétaire. Et c'est celui le plus puissant parce que c'est lui qui peut contrôler les 4 autres. Et c'est en ce sens que je vous dis que c'est une grande révolution parce que si on rétablit le pouvoir monétaire aux mains du peuple, ben je vous laisse imaginer la suite. Hein, on va retrouver cette indépendance qu'on a perdue depuis bien longtemps. Et c'est en ce sens que d'après moi, la blockchain est une innovation technologique qui va bouleverser, qui sera encore plus puissante qu'Internet. Voilà, ben, je vous ai à peu près tout dit sur comment on est arrivé au Bitcoin et pourquoi c'est intéressant ben justement d'être focalisé, d'avoir cette information. Tout est affaire de timing. Hein. Moi-même, on m'a transmis l'idée du Bitcoin, c'était en 2009. Ben, j'étais pas prêt. En 2009, vous doutez bien que la technologie n'était pas ce qu'elle était maintenant. J'étais commerçant, je travaillais qu'avec du cash, de la monnaie fiduciaire. On vient me parler d'une monnaie digitale, ben, j'étais pas prêt. Je n'avais pas cette intelligence financière, je n'avais pas encore l'âme d'investisseur. Et effectivement, ben, quand on m'a proposé l'information en 2016, là j'étais prêt. Et ce Bitcoin qui valait 10 centimes lors de sa création en 2008, à l'heure où je vous parle, il vaut à peu près 9 000 $. Il a eu un pic le 20 décembre 2017 à 20 000 $. Et on est évidemment nombreux à penser, pour ceux qui s'y intéressent depuis quelques années, qu'il va évidemment dépasser son pic de 20 000 $, puisque tous les 4 ans, on diminue sa production par 2. C'est ce qu'on appelle aussi le halving, la division par ceux qui valident les transactions. On est passé de 1800 bitcoins par jour à 900 depuis le 12 mai 2020. Donc effectivement, il faut avoir l'information. Et je pourrais même aller plus loin pour ceux qui veulent me voir en privé, parce que vous savez que c'est une passion qui est devenue une mission de vie. Hein. C'est devenu aussi mon métier, en tout cas mon business. Ben, je peux nous permettre aussi d'en accumuler. Voilà, en plus d'avoir compris qu'il allait prendre de la valeur, on peut aussi en accumuler et je pourrais vous expliquer, vous partager l'information, comment le faire. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon réveil pour la plupart des compatriotes français, une excellente journée et je vous dis à très bientôt.